Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas pouvoir être présent. C'était un peu compliqué. J'avais cours ce matin, j'ai des réunions cet après-midi, donc c'était vraiment difficile de pouvoir se déplacer. Donc, je m'appelle Xavier Coumoul et je voudrais remercier évidemment les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à présenter les résultats de l'expertise multidisciplinaire de l'INSERM pesticides et santé à laquelle j'ai participé. Je m'appelle Xavier Coumoul et je suis professeur à l'Université de Paris et directeur d'une équipe INSERM qui s'appelle Métatox au sein de l'unité T3S. Et donc, je vais vous présenter ici les résultats de cette expertise qui a été conduite et dont les objectifs étaient d'étudier les pathologies en relation avec l'exposition aux pesticides, qu'elles soient professionnelles ou de nature enfin non professionnelle. Donc les deux versants, avec un focus sur deux molécules qui étaient le glyphosate, pour lesquels il y avait un certain nombre de nouvelles données qui étaient disponibles et évidemment beaucoup de débats qui sont liés à cette molécule, et puis également le chlordécone. Je ne parlerai pas trop du chlordécone, mais je parlerai en 5 ou 6 diapos à la fin du glyphosate, de sorte à mettre un peu le focus sur cette molécule, et puis faire le lien avec la présentation précédente également, qui en a pas mal parlé. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par le terme de pesticide? Donc, c'est un terme générique qui désigne des substances qui agissent sur des êtres vivants. Et ces êtres vivants sont bien sûr des êtres qui sont considérés pour les cultures comme étant parasites, comme certains insectes, certaines plantes et certains champignons. Et le terme certain est important parce qu'évidemment, on verra un peu plus tard que ces substances n'ont pas une grande spécificité d'action, ce qui fait que on va cibler au final des organismes vivants, certes ceux qu'on veut cibler, mais aussi d'autres organismes. Et ces substances vont agir en détruisant ou en contrôlant ou en repoussant les organismes dont je viens de parler, ce qui veut dire qu'il ne faut pas nécessairement utiliser le terme pour simplement dire que ce sont des agents qui tuent ces organismes. Alors, lorsqu'on parle de pesticides, ça couvre un très grand nombre de substances, notamment des produits qu'on appelle des produits phytosanitaires, un petit peu associés à la protection des plantes. C'est un terme intéressant d'un point de vue de la communication, parce que c'est un terme qui revêt des aspects positifs phytosanitaires, alors que l'on sait qu'il y a également des aspects qui sont négatifs. Les termes de biocides et également tout produit qui peuvent être utilisés pour lutter contre des parasites en médecine vétérinaire. Alors, il y a une vraie hétérogénéité, et cette hétérogénéité, elle est liée au fait que, puisqu'on parle d'insectes, de plantes et de champignons pour ce qui est des moisissures, et en tout cas des organismes qu'on réfère comme étant parasites, eh bien, il y a de très nombreuses classes de pesticides, parmi lesquels des insecticides, des herbicides et des fongicides. On dénombre à peu près une centaine de familles chimiques et environ 1000 substances actives et environ 10 000 spécialités commerciales. Donc, c'est évidemment considérable, tant d'un point de vue de l'agriculture que d'un point de vue purement socio-économique. Alors, comment étudier l'influence des pesticides sur la santé? Pour ça, au niveau de l'INSERM, on a fait appel à 4 expertises différentes. Premièrement, l'épidémiologie, qui s'intéresse aux populations. Deuxièmement, la toxicologie, c'était l'expertise à laquelle j'appartenais, qui s'intéresse aux mécanismes d'action des pesticides. Et puis, par ailleurs, l'expologie, avec les niveaux d'exposition de ces pesticides qui ont été référencés. Et puis, de manière nouvelle, puisque cette expertise est un renouveau de l'expertise de 2013, là aussi de l'INSERM, la sociologie qui n'était pas présente dans la première expertise. Alors, pour ce qui est des différentes approches, pour vous faire un petit résumé avant d'en arriver directement au résultat, puis après de parler du glyphosate, il est important de rappeler que pour l'approche épidémiologique et l'approche toxicologique, on a des approches assez différentes, mais qui sont complémentaires. Pour l'approche épidémiologique, pour étudier l'influence des pesticides sur la santé, avec ce schéma qui est représenté de manière très simple tout en haut, eh bien, il y a évidemment une grande variabilité au cours du temps en termes d'utilisation, d'usage de ces pesticides au niveau, par exemple, des populations agricoles. Et du coup, au niveau des effets sur la santé, ceux-ci peuvent être hétérogènes et très difficiles à définir.
Et c'est aussi le cas lorsqu'on se réfère à certaines pathologies, lorsqu'il s'agit de bien caractériser les pathologies, par exemple, qui font référence au système lymphatique et lorsqu'il s'agit de cancer dans cette catégorie. Alors, la qualité, évidemment, des conclusions va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Le design des études, est-ce que ce sont des cohortes, des études écologiques, des études cas contrôle en épidémiologie? Ça va dépendre de la population étudiée, comme ce qui est indiqué ici, les adultes, les femmes enceintes, les enfants. Ces populations sont évidemment très différentes. Et évidemment des méthodes pour estimer l'exposition et les effets sur la santé. Estimer l'exposition, ça peut se faire par exemple par le biais de questionnaires, comme ça peut se faire directement sur le champ, ou alors rétrospectivement lorsqu'on va mesurer les pesticides, par exemple dans les urines, sachant que les effets sur la santé se développent parfois 20 ou 30 ans après ce type de mesure, donc ça peut être parfois aussi très très difficile de faire des liens. Et justement, dans le cadre des études épidémiologiques, qui en plus nécessitent des données de très bonne qualité, avec un contrôle au niveau des biais de confusion, eh bien, on a un point qui est vraiment important à rappeler, qui est qu'en épidémiologie, on est capable de définir des niveaux de présomption. Et ces niveaux de présomption, pour l'INSERM, on a défini 3 échelles qui sont référencées ici. Donc, vous avez à gauche le symbole plus ou plus moins, qui fait référence respectivement à la présomption d'un lien qui serait fort, moyen ou faible. Alors, par exemple, pour illustrer ce que cela signifie, eh bien, la présomption d'un lien est forte quand on disposait d'une méta-analyse de très bonne qualité qui montrait une association statistiquement significative ou plusieurs études de bonne qualité, d'équipes différentes, qui montraient là aussi des associations significatives. C'est vraiment très important de bien entendre le terme d'association lorsqu'on parle d'épidémiologie ici, et je vais y revenir dans un instant. Par ailleurs, on peut très bien poser une présomption de lien qui serait moyenne, et dans ce cas, ce serait le résultat d'une étude de bonne qualité qui montre une association statistiquement significative. Enfin, le lien peut être faible si les études ne sont pas de qualité suffisante ou qu'il y a, par exemple, plusieurs études de très bonne qualité mais qui montrent des résultats différents et pour lesquels, voilà, du coup, si on fait un peu la moyenne, si je résume, on a du mal à poser une conclusion de manière claire. Alors, il est important de bien comprendre que cette présomption de risque n'est pas l'évidence d'un lien causal. Pour donner un exemple pour l'illustrer, en épidémiologie, on définit des associations. On sait que, par exemple, dans la vie de tous les jours, il y a des associations qui ne montrent pas un lien causal. Par exemple, il existe une association entre le fait d'être allongé et le fait de mourir. Mais évidemment, le fait d'être allongé ne provoque pas la mort. Et donc, cette association, elle est évidente parce qu'on sait qu'on meurt malheureusement voilà, à un certain âge, souvent dans des positions allongées, dans son lit, à l'hôpital, dans les maisons de retraite. Bon, c'est pas très, très gai, mais tout le monde le comprend très bien. Et par contre, il n'y a évidemment pas un lien, c'est pas ça qui cause la mort de la personne. Et donc, il est important d'avoir, en plus des approches épidémiologiques, une approche complémentaire qui permette d'attester de la possibilité d'un lien entre une exposition à un pesticide et une pathologie. Et donc, les études toxicologiques sont essentielles pour attester de la plausibilité d'un lien entre une substance active et l'incidence d'une pathologie. Et pour cela, on réalise des études expérimentales in vitro ou in vivo. On réalise également des analyses à l'aide d'ordinateurs qu'on appelle donc en anglais des computational analyses, qui seront donc des études in silico avec par exemple de nouveaux modèles comme les AOP pour Adverse Outcome Pathway, qui constitue une séquence logique d'événements biologiques qu'on associe à un événement de santé. Par exemple, augmentation de la résistance à l'insuline, et puis au travers de tout un tas d'événements entre cette occurrence et puis l'événement de santé qui serait le diabète de type 2. Un AOP n'est pas associé à un stresseur, c'est-à-dire nécessairement à une molécule, mais l'AOP peut être intéressant justement quand on sait que le stresseur active l'événement initiateur moléculaire.
Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ces approches mécanistiques, elles peuvent être bien sûr initiées parce que des associations ont été préalablement démontrées en épidémiologie, ou elles peuvent être à l'initiative de recherches épidémiologiques. Par exemple, dans notre expertise, on avait également un focus sur les inhibiteurs de succinate déshydrogénase, qu'on appelle des SDHI, que vous connaissez peut-être, le boscalide, le bixaphène, etc. Ces molécules, on dispose pour l'instant d'aucune étude épidémiologique, mais il y a des faisceaux mécanistiques qui laisseraient penser que ces molécules pourraient avoir un impact sur la santé. Alors, je rentre maintenant dans le vif du sujet et pour ce qui est des conclusions, et on va parler un petit peu aussi du glyphosate. Alors, pour ce qui est des pesticides et de la santé, il y a évidemment, compte tenu de l'effet de ces substances actives sur les organismes, de véritables questions, puisque ces substances ont été développées pour avoir une incidence sur la santé des parasites, animaux ou végétaux, mais la conservation des systèmes physiologiques au travers des espèces rend extrêmement difficile pour les industriels la production de molécules qui sont, on va dire, espèces spécifiques, absolument spécifiques d'une espèce. On le voit tout à fait avec l'exemple des néonicotinoïdes qui sont utilisés pour lutter contre des punaises ou pucerons verts et qui affectent aussi, par exemple, les abeilles. Alors, il y a une contamination qui est importante de l'environnement, avec 80% en France des eaux, des groundwater qui sont contaminés, et une exposition humaine qui est fréquente, tant du point de vue des professionnels, alors ceux qui vont fabriquer les pesticides, mais ceux qui vont aussi les utiliser, mais aussi de la population générale, puisqu'on va retrouver, par exemple, au travers des études EAT qui ont été menées par l'ANSES, à peu près un tiers des aliments qui contiennent des pesticides. Et puis, 10% de la population consomme de l'eau du robinet qui n'est pas complètement régulée en termes d'exposition, avec donc une contamination qui peut survenir du fait, vous le voyez, soit de l'eau du robinet, soit de l'alimentation, soit du fait d'une exposition professionnelle. Et d'ailleurs, d'une exposition professionnelle qui peut, entre guillemets, contaminer des populations qui ne les manipulent pas, mais qui sont à proximité des zones de pulvérisation. 100% de la population générale a des niveaux d'au moins une famille de pesticides qui sont donc de ce fait détectés dans le corps, et donc on peut dire qu'il y a une véritable contamination. Il y a des exemples historiques qui permettent d'illustrer cette contamination, puisque les pesticides, on commence à les utiliser au XXe siècle, avec les exemples historiques de la nicotine, du mercure, de l'arsenic, qui ont depuis évidemment été bannis en Europe. À partir des années 40, ce sont les pesticides de synthèse qui sont introduits, notamment les organochlorés entre 1940 et 1980, de manière assez grossière, avec des substances bien connues comme le DDT, dont on sait qu'ils ont eu un impact sur la biodiversité dès les années 60, puis interdits à partir de 1970 dans certains pays, comme la Suède, et puis de manière globale, interdits aussi par la Convention de Stockholm, puisque ce sont des polluants organiques persistants ou POP. Le chlordécone fait partie de cette famille avec ses effets suspectés cancéreux et banni aux États-Unis en 1975, en France en 1990, avec une dérogation aux Antilles sur les plantations de bananes jusqu'en 1993. À la suite de ces organochlorés, et on va dire de manière superposée dans le temps, on a commencé à utiliser en remplacement des organophosphorés qui agissent principalement sur le système nerveux des insectes, mais aussi possiblement sur le système nerveux des êtres humains. Une production qui augmente, donc vous le voyez, alors que celle des organochlorés diminue à partir des années 70 et qui décroît à partir du 21e siècle, et un grand nombre d'organophosphorés qui sont interdits en Europe, comme par exemple le chlorpyrifos. Il y a un très grand nombre d'autres familles qui sont désormais connues. Donc là, vous avez des molécules, je ne sais pas pourquoi elles apparaissent seulement maintenant. Vous avez le DDT et puis le chlordécone qui sont apparus. Et puis, comme je disais, il y a deux nouvelles familles qui apparaissent, qui sont apparues depuis, les néonicotinoïdes, les pyrétrinoïdes, dont on reparlera pour ces derniers. Alors, les principales lignes à retenir de l'expertise INSERM sont les suivantes. Donc, dans ce tableau, vous avez principalement les pathologies qui font l'objet d'une présomption de lien qui est forte. Donc, première colonne, c'est la pathologie, avec un distinguo que j'ai fait en haut et en bas
En haut, ce sont les enfants et en bas, ce sont les adultes. Et puis, vous avez, alors c'est pas exhibition, c'est exposure hein, pour la colonne tout en haut à droite, la colonne de droite, le type d'exposition à laquelle on fait référence. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que chez les enfants, on a à la fois des problèmes moteurs, cognitifs et sensoriels qui sont impactés par l'exposition pendant la grossesse donc, aux organophosphorés sans discrimination. On a également des désordres comportementaux, notamment de type internalisé et notamment de type anxiété, en cas d'exposition à ces fameux péritrénoïdes que j'évoquais à la fin, là aussi sans distinction. Et puis on a des tumeurs. Alors chez les enfants, c'est assez classique, malheureusement, ces tumeurs du système nerveux central et puis leucémie myéloïde aiguë, respectivement en cas d'exposition aux pesticides pendant la période prénatale, sans distinction de famille, et une exposition domestique pour les deuxièmes aux pesticides. Pour ce qui est des adultes, on peut retenir 6 pathologies, dont certaines étaient déjà présentes dans l'expertise 2013, mais on en a des nouvelles qui apparaissent. Donc, premièrement, des déficits cognitifs chez les adultes en cas d'exposition aux organophosphorés, la maladie de Parkinson qui était déjà présente préalablement en cas d'exposition aux pesticides, le cancer de la prostate en cas d'exposition au chlordécone, et ensuite, 2 types de lymphome du sang, le lymphome non-hodgkinien et le myélome multiple. Alors, le lymphome non-hodgkinien de manière sûre pour les organophosphorés, enfin sûre, forte pour les organophosphorés, et notamment le diazinon. Et puis, des expositions de type occupationnel hein, pour les pesticides sans distinction pour le myélome multiple. Pour ce qui est de la BPCO, qui est une pathologie, vous le savez, respiratoire probablement, qui est extrêmement grave, qu'on appelle COPD en anglais, qui est une pathologie obstructive du système respiratoire et pour la bronchite chronique, on a eu également un lien de présomption qui est fort. On a aussi des liens de présomption moyens et faibles. Je ne vais pas présenter les faibles, mais pour ce qui est des moyens, des éléments qui sont aussi intéressants à relever chez les enfants et chez les adultes. Une modification effectivement des niveaux moteurs, cognitifs et sensoriels pour ce qui est des enfants en cas d'exposition pendant la grossesse. Et là, on en parle d'exposition résidentielle avec soit une utilisation domestique, soit le fait d'une proximité des activités agricoles. Possiblement également les troubles du spectre autistique, pardon, c'est difficile de lire en anglais et de parler en français en même temps, en cas d'exposition pendant la grossesse aux organophosphorés. Et puis, tout un tas de pathologies que vous avez listées ici, la maladie d'Alzheimer, cancer du sein en cas d'exposition très particulière au DDT. Je ne vais peut-être pas avoir le temps d'y revenir, je vais peut-être passer la diapo. J'avais une diapo sur ce point-là dans un instant. Et puis ensuite, tout un tas de pathologies tumorales qui sont référencées avec des pesticides qui, quand même, pour la plupart, sont interdits, mais pas tous, puisque vous voyez, il y a le glyphosate qui apparaît ici pour le lymphome non-hodgkinien, et on va en parler dans un instant. Donc, je vais passer la diapo sur le DDT. Sur laquelle on pourra revenir peut-être un peu plus tard, pour donner un peu le temps aussi à la discussion, et pour arriver à donc la dernière partie qui porte sur le glyphosate. Donc le glyphosate, vous savez qu'il a été classé comme probable carcinogène par l'IARC en 2017 dans la catégorie 2A, ce qui n'était pas du tout le cas de l'EFSA, de l'agence. Évidemment, on parle ici soit d'un centre de recherche, soit d'une agence, donc ce n'est pas du tout les mêmes méthodologies. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment un enjeu, puisqu'une classification du glyphosate comme carcinogène prouvé ou suspect pourrait conduire à son interdiction. Vous avez la molécule qui est représentée tout en haut. Hein, vous voyez, c'est une molécule qui comporte un phosphate, comporte en termes de structure chimique une glycine. Donc une molécule assez simple chimiquement, mais qui fait l'objet de nombreux débats. C'est un herbicide non sélectif qui est utilisé dans un très grand nombre de formulations depuis son introduction sur le marché en 1974. Il est interdit en France dans les espaces publics et en termes d'utilisation par les individus, j'ai du mal à trouver le mot, en tout cas par la population, on va dire, générale à partir de 2019, par exemple au jardin.
Son mode d'action, il est intéressant à étudier puisqu'il inhibe une enzyme qui n'est pas présente chez l'homme et chez les animaux, qui est nécessaire à la synthèse d'acides aminés aromatiques chez les plantes, chez certaines moisissures et certaines bactéries. Et vraiment, le terme ici qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas que les plantes, c'est aussi les champignons et les bactéries. Il est classé comme carcinogène probable par l'IARC, mais pas considéré par un carcinogène par un très grand nombre d'agences. Et ceci est probablement lié à des approches méthodologiques différentes et des critères d'interprétation, notamment la distinction entre le danger et le risque, qui n'est pas la même chose. Voilà, l'expertise collective a analysé voilà, les données qui portent sur le glyphosate. Et ce glyphosate, qui est peu volatile, qui est voilà, utilisé pour traiter des surfaces, pour, entre guillemets, nettoyer les terrains avant de procéder à une culture en France, on ne traite pas au glyphosate au moment où on fait pousser les plantes, évidemment, sinon on les tue aussi, eh bien, peut persister dans les sols en fonction de la nature physico-chimique de ces sols. Et il peut contaminer ensuite potentiellement les eaux de surface, c'est ce qu'on voit ici, avec une évolution quand même qui est favorable en ce qui concerne les points de mesure. Voilà, et on peut le trouver également potentiellement dans certains cas dans l'eau. Voilà, je vais aller assez vite sur ce point qui n'est pas le point le plus important puisqu'il ne porte pas sur la santé directement, mais sur l'exposition. Ce qu'on sait, c'est qu'au sein de l'organisme, par contre, il n'est pas transformé très facilement en son métabolite LAMPA. Il est métabolisé assez faiblement. Il est rapidement éliminé dans l'urine avec une demi-vie dans le sang qui est de l'ordre de 5 à 10 heures chez l'être humain, homme ou femme. Et on détermine évidemment ces concentrations par le biais de méthodologies comme la chromatographie gazeuse. Je passe aussi assez vite là-dessus. Quelles sont les conclusions de l'expertise INSERM? Alors, en ce qui concerne les données épidémiologiques, pour le lymphome non-hodgkinien ou NHL, on a une présomption de lien faible en 2013 qui a évolué, vous voyez en 2020, c'est ce qui est en gras, une présomption de lien qui était moyenne, du fait de nouvelles méta-analyses qui renforcent le niveau de présomption d'un lien entre l'occupation au glyphosate et le risque de développer ces fameux cancers. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de toutes les autres données, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres présomptions plus fortes que celle du lymphome non-hodgkinien pour ce qui est du glyphosate, pour ce qui est des études épidémiologiques, que ce soit pour le myélome multiple, que ce soit pour les leucémies ou des désordres respiratoires ou des désordres thyroïdiens. Qu'en est-il de la plausibilité biologique de ces observations, de ces associations? Eh bien, en ce qui concerne les mécanismes, on a pu analyser avec Bernard Salle dans l'expertise qu'il y avait des données contradictoires et que pour ce qui était des tests de mutagénicité chez les bactéries ou au niveau des cellules eucaryotes, ceux-ci étaient plutôt négatifs, alors qu'on avait plutôt des tests de génotoxicité, donc quand le génome est endommagé, on va dire, des cassures double brin par exemple de l'ADN, qui étaient plutôt positives. Les résultats étaient assez cohérents également avec l'induction d'un stress oxydant, mais évidemment, lorsqu'on parle de stress oxydant pour les pesticides, on fait référence souvent à des études sur modèles cellulaires qui sont réalisées à des doses assez élevées. Néanmoins, le stress oxydant, c'est évidemment un mécanisme possible qui expliquerait la génotoxicité. En ce qui concerne les études expérimentales de carcinogénèse menées chez les rats les rats et les souris, on montre un excès de cas qui suggère un effet plutôt promoteur de tumeurs, mais ce ne sont pas des études qui sont toutes convergentes. Et donc, il y a des divergences entre les différentes études. Et on a, par exemple, chez les animaux exposés, des tumeurs qui sont différentes, à différentes localisations, avec parfois des tumeurs qu'on va constater que dans un sexe, ce qui n'est pas inintéressant. Il y a peut-être un effet de dimorphisme sexuel, mais bon, avec un niveau d'évidence qui, du coup, est un peu hétérogène et qui est relativement limité. Par contre, et là, c'est aussi intéressant, et moi, je comprends fort bien qu'on se soit intéressé à la carcinogénicité du glyphosate pour essayer d'expliquer, en tout cas pour essayer de l'interdire, du point de vue de ceux qui souhaitaient l'interdire, mais je pense qu'il aurait été intéressant d'aller s'intéresser à d'autres effets, et notamment au dernier effet qui a aussi été évoqué par l'orateur précédent. Cette molécule, elle est en effet mitotoxique,
puisque on peut identifier l'induction d'un stress oxydant qui est lié à des perturbations mitochondriales qui peuvent conduire à des processus d'apoptose ou de neurotoxicité. On sait qu'il peut avoir une activité pro-œstrogénique, alors pas par l'activation du récepteur du fait de sa liaison, le récepteur aux œstrogènes ER-alpha, mais plutôt par des mécanismes qui seraient non génomiques et par des activités qui seraient liées au blocage de l'aromatase. Alors, tout ça reste encore assez embryonnaire en termes d'études. Peut-être des effets de perturbation endocrinienne, et puis ça a été évoqué, le plus important, je pense, c'est effectivement cet effet de dysbiose du microbiote, tout simplement parce que le microbiote, en tout cas chez les abeilles, eh bien, et chez l'être humain aussi, possède un certain nombre de bactéries et de champignons, et vous l'avez entendu, la cible du glyphosate, elle est exprimée aussi chez certaines bactéries, certains champignons. Et on sait que chez les abeilles, en tout cas, la dysbiose qui peut être induite par une exposition à des concentrations environnementales de glyphosate, eh bien, peut aboutir à une susceptibilité, ça a été dit, accrue à un certain nombre de pathologies, mais aussi des processus de désorientation. Ces mécanismes, bien sûr, nécessitent d'être confirmés et approfondis avant de pouvoir prendre des mesures en ce qui concerne ceci. Donc, je vais aller très, très vite là-dessus parce que, voilà, le glyphosate, entre guillemets, en ce qui concerne l'expertise INSERM, on a pu conclure donc à une présomption de lien moyen, average, on va dire, average link ou medium link, en ce qui concerne le lymphome non-hodgkinien et plus bas pour d'autres types de cancers. L'expérimentation animale plutôt en faveur d'un effet génotoxique, mais il y a un certain nombre de mécanismes qui, depuis plusieurs années, auraient mérité d'être explorés plus en détail que le simple effet de carcinogénèse. En conclusion, évidemment, nos sociétés sont particulièrement attentives à la question des pesticides parce qu'on en parle de plus en plus dans le débat public. Ça suscite un certain nombre de questionnements, notamment pour le futur, le développement d'alternatives avec donc une diminution de leur utilisation. Mais pour l'instant, ça ne va pas encore dans ce sens-là et on réintroduit des pesticides parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir nécessairement en l'absence de ces pesticides. Enfin, est-ce que c'est réellement ça ou un manque de volonté? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi, en tout cas, à conclure. L'épidémiologie joue évidemment un rôle très, très important, et notamment l'épidémiologie moléculaire, pour essayer d'identifier des biomarqueurs d'exposition qui permettraient d'avoir, en tout cas rétrospectivement, une meilleure connaissance des expositions des personnes qui sont susceptibles d'être donc contaminées par ces pesticides. On a pu renforcer et à aucun moment affaiblir les conclusions de l'expertise de 2013 avec de nouvelles pathologies, comme par exemple celles qui portent sur la BPCO, la bronchite chronique, pardon. Et écoutez, je vais m'arrêter là et je vais remercier encore tous les experts qui ont participé à cette expertise, évidemment les organisateurs de ce meeting, et puis tous les membres de l'Institut thématique santé publique, dont le directeur Rémi Slama, et tous les personnels du pôle expertise collective, en particulier Laurent, Catherine, Scott et Bénédicte, qui ont été vraiment très, très importants tout au long de cette expérience d'expertise collective. Voilà, j'ai fini. Merci à vous. Merci beaucoup Xavier pour cette excellente présentation. On va tout de suite passer aux questions parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. On n'a pas réussi à vous faire des petits signaux à distance, mais en tout cas c'était c'était passionnant, donc on ne voulait pas non plus trop vous couper. Est-ce qu'il y a des questions pour Xavier d'abord dans la salle ? Bonjour, merci Xavier pour cet exposé. Ce qui me frappe, c'est que les analyses visent à chercher donc des molécules individuelles et des actions molécule par molécule, mais qu'en est-il des interactions entre les différentes molécules et à quand justement un tableau de ces risques d'autant plus multipliés qu'il y a des effets entre les molécules chimiques sur la santé de l'homme? Alors, je pense que vous faites référence aux cocktails. Donc, il y a de plus en plus d'études qui sont menées sur ces cocktails parce que c'est une réalité environnementale, contrairement aux molécules individuelles. Vous avez raison. Donc là, c'est vraiment un vrai challenge par rapport à ça. Donc, sans être non plus noyer le poisson et dire il y a sûrement plus d'effets synergiques, etc. Il y a des études qui montrent
Je la cite très très souvent. Il y a une étude de l'INRA, Toxalim, qui sur un cocktail de 6 pesticides qu'on trouve sur des pommes en Occitanie, vous voyez, c'est un exemple très précis, qui sont administrés à des rongeurs pendant une très longue période de temps, voilà, conduisent à des effets en termes de prise de poids chez les mâles et stress oxydant, on va dire, pour résumer, chez les femelles au niveau hépatique. Donc, il y a des études expérimentales qui sont menées comme celle-ci et qui montrent aussi des effets intéressants qui sont des effets dimorphiques, d'où l'importance en expérimental d'aller explorer autant les modèles mâles que les modèles femelles. C'est vrai pour les animaux, c'est aussi vrai pour les cultures cellulaires, parce que les cultures cellulaires, hein, une cellule, elle est XX ou XY. Hein. Donc ça, c'est un point qui est déjà important. Et puis par ailleurs, il y a de plus en plus de développement méthodologique in silico qui permettrait d'anticiper aussi le fait qu'on est noyé par toutes les combinaisons de pesticides qu'on peut avoir en termes de cocktails. Et les études in silico permettraient, si on arrive à développer déjà des modèles voilà, pour chaque molécule individuelle, d'aller un peu plus loin sur leur toxicité, mais ensuite, parce que évidemment, pour ce qui est des méthodes in silico, on peut faire des réseaux, comme par exemple pour les AOP, on peut faire ce qu'on appelle des réseaux d'AOP. On pourrait envisager effectivement d'aller analyser plus simplement des cocktails qu'on analyserait comme dangereux et qui seraient beaucoup plus lents à étudier, évidemment, d'un point de vue expérimental. Une étude expérimentale, on met parfois 2 ans, 2 ans et demi à la publier, alors qu'in silico, parfois, ça va beaucoup plus vite. Donc l'avenir, c'est quand même continuer à faire de l'expérimental, parce que c'est important, sur des modèles qu'on connaît bien, qui sont bien caractérisés, ces fameux 6 pesticides sur les pommes, là, dont je vous parlais, en Occitanie. Ça a été publié, et très bien publié. Et en même temps, développer de l'in silico pour essayer de faire des prédictions qui seront certes imparfaites, mais qui permettront peut-être de guider. Donc je pense que l'avenir de la toxicologie, en tout cas, c'est d'être prédictive et d'aller vers des cocktails en expérimental et in silico pour les nouveaux modèles. Merci. Moi, j'avais une question sur est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous avez défini le périmètre de l'étude, puisque dans votre petit historique, là, vous nous avez bien montré qu'il y a des pesticides qui sont apparus progressivement dans le temps et qui ont été progressivement interdits, mais dont on sait qu'ils sont utilisés et qui sont d'ailleurs toujours exportés, comme l'a souligné quelqu'un tout à l'heure, dans les pays qui nous intéressent, puisqu'on s'intéresse, nous, aux agricultures tropicales. Donc, c'est pour percevoir un peu dans quelle mesure on peut retirer des éléments de votre expertise pour les aires tropicales. Comment est-ce que vous avez défini le champ de votre étude ? On n'a pas du tout restreint en termes d'épidémiologie la localisation. On ne s'est pas du tout intéressé qu'à la France. Typiquement, alors pour ce qui est des études tropicales, il faudrait redemander aux épidémiologiques. Mais si vous prenez par exemple le chlordécone, ça a été évidemment étudié au niveau des Antilles, donc on peut considérer que voilà, c'est une zone qui rentre dans ce cadre-là. Mais sinon, on ne s'est pas du tout limité au niveau des études à la France. Typiquement, en épidémiologie, ils ont par exemple beaucoup étudié la HS, l'Agricultural Health Study, et qui fait référence évidemment au mode de production américain. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à ça. De là à vous dire ensuite très précisément combien d'études portaient sur l'utilisation des molécules au niveau des zones tropicales, ça, je ne sais pas exactement. Donc, désolé de ne pas pouvoir être assez précis. Mais je préfère pas dire de bêtises. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais une question sur le temps long. Ça veut dire quoi, des études sur le temps long, et ça implique quoi pour la recherche en particulier ? Il y a une grosse difficulté dans toutes les pathologies que je vous ai présentées, que ce soit la BPCO, que ce soit Parkinson, etc., c'est que ce sont des pathologies, les cancers, ce sont des pathologies du vieillissement et des pathologies qui, et pas seulement, mais qui en tout cas se développent après un certain temps. On va développer, par exemple, le cancer du sein, hein, la survenue moyenne, je crois que c'est 61, 62 ans, quelque chose comme ça. Pour ce qui est du Parkinson, on est au-delà de 60 ans. Alzheimer, on est au-delà de 70. Il y a des formes plus, évidemment, précoces. Donc, il y a une grosse difficulté en expérimental, en tout cas, c'est d'arriver à définir des modèles qui permettent de rendre compte de ces pathologies. Après, en épidémiologie, le gros souci, et c'est pour ça que c'est important de développer de la toxicologie prédictive, c'est que, par exemple, sur les SDHI qui commencent à être utilisés de manière massive, eh bien, ils ont passé, en tout cas, les barrières en ce qui concerne les agences de régulation.
Mais il n'y aura pas d'études épidémiologiques avant 5 ou 10 ans, en tout cas en nombre important. Et souvent, ce que l'on constate, c'est que malheureusement, on commence à interdire des molécules alors qu'elles sont utilisées depuis 10, 20, 30 ans. Et le temps long, c'est ça, c'est la dizaine d'années. Et quand je dis dizaine d'années, ça peut être vingtaine d'années, enfin, ou trentaine d'années dans certains cas. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'expérimentalement, il est important de développer de la toxicologie prédictive. Et surtout, je pense, il est important de revoir la manière dont on fait de la réglementation. Parce que typiquement, sur les modèles cancer, on s'intéresse beaucoup aux étapes d'initiation et de promotion tumorale. Et pas du tout aux étapes de progression tumorale. L'initiation, la promotion, c'est intéressant parce que c'est l'apparition du cancer, c'est le fait qu'il se développe, mais la progression tumorale, c'est la dissémination, par exemple, métastatique. Et ça, il n'y a pas de test réglementaire in vitro qui s'intéresse à cette problématique de la progression métastatique. Pour vous donner 2 chiffres, je ne vais pas vous inonder avec des chiffres, mais la survie en cas de cancer du sein à 5 ans, en cas d'incidence de cancer du sein localisé au niveau du sein, c'est 99%, et c'est 27% en cas de dissémination métastatique. Donc, typiquement, il n'y a pas de test qui porte sur ces métastases. Nous, ça nous intéresse au laboratoire, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais je pense qu'il y a vraiment une évolution de la réglementation qui devrait être faite, et aussi une réglementation qui inclut plus de tests qui portent, par exemple, sur la mitotoxicité. Les SDHI, ce sont des molécules mitotoxiques. Le glyphosate est suspecté comme mitotoxique. Les organochlorés sont des molécules qui, historiquement, ont une forte mitotoxicité et impactent la chaîne respiratoire mitochondriale. Eh bien, je pense que si ces tests avaient été implantés de manière plus rapide par les agences, peut-être qu'on aurait pu éviter un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu des problèmes aussi socio-économiques en termes de rendement agricole, etc. Donc, il y a vraiment une approche en plus ici qui doit être une approche holistique. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas en dire vraiment beaucoup plus. Mais en tout cas, le temps long, malheureusement, c'est souvent plusieurs dizaines d'années. Merci beaucoup aux 2 intervenants pour leur présentation sur les risques et les dangers des pesticides en matière environnementale et en matière de santé. Ceci dit, les pesticides continuent d'être largement utilisés, principalement pour des raisons économiques et sociales, souvent de court terme. Donc ne serait-il pas, alors ce n'est pas une question spécifiquement à vous, mais de développer une réflexion sur une sorte de bilan actif-passif ou une sorte d'approche SWOT qui permette de bien comprendre les raisons, et on le sait, pour lesquelles les paysans continuent d'utiliser les pesticides malgré ce qui vient d'être évoqué, et de bien cibler les facteurs que l'on a, sachant que ce n'est pas forcément sur les arguments santé-environnement que l'on pourrait convaincre des agriculteurs de faire évoluer leurs pratiques. Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne peux pas vraiment tout commenter du point de vue social, économique, etc. Mais ne serait-ce qu'avoir un chiffre en tête qui est qu'en France, on gâche par habitant 30 kilos de nourriture par an. Et 30 kilos de nourriture, il faut la produire, hein, que ce soit des produits animaux ou des produits végétaux. Déjà, si on arrivait à réduire le gaspillage alimentaire, on réduirait par un jeu, pas de chaise musicale, mais de... Bon, bref, vous avez compris, mais je suis un peu fatigué parce que j'enchaîne un peu les cours depuis ce matin. Par ricochet, on aurait forcément une utilisation moins importante de pesticides. Donc, je pense qu'il doit y avoir une réflexion qui, de toute façon, doit être holistique. Je pense qu'il ne faut pas chercher de coupables. Il faut arrêter de dire que les agriculteurs sont coupables de plein de choses. Ils sont responsables, comme le consommateur est responsable, comme le politique est responsable et le producteur de pesticides est responsable. On doit simplement arriver à identifier les responsabilités, mais encore une fois, sur toute une chaîne d'événements. Les pesticides sont utilisés pour faire de la nourriture, mais faire de la nourriture implique aussi de la consommer, d'anticiper sa production. Voilà. Et donc, il faut vraiment faire intervenir tous les acteurs de la chaîne pour essayer vraiment d'identifier des moyens, en tout cas, de faire évoluer les pratiques. Et je pense que même à tous les niveaux, que ce soit pour le citoyen, réduire son gaspillage alimentaire, pour l'agriculteur, utiliser moins de pesticides, peut-être de nouvelles méthodes alternatives, l'industriel, développer des approches qui seraient saines pour l'environnement, ce serait quelque chose qui serait également intéressant d'un point de vue purement de notre santé mentale. Parce que vous assurer qu'on est tout le temps envahi par ces notions. On a l'impression que voilà, tout est toujours très, très négatif et que ça évolue jamais vraiment dans le bon sens. Mais je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas tous à bouger de la même manière. Des toxicologues aux industriels, aux consommateurs, dont je fais partie aussi. Voilà, donc
Voilà, c'est une réflexion plus qu'une réponse à la question, mais... Merci Xavier. On va prendre 2 petites questions, une dans la salle et une dans le chat pour terminer. Si possible, je vous demanderai des réponses un peu courtes parce qu'on prend du retard. Ouais, et puis moi j'ai une conférence à 15h30, donc il faut que je laisse aussi... Alors, deux questions courtes avec des réponses courtes. Merci. Ok. Merci. C'est jamais simple de faire des réponses courtes en pesticides. Bonjour, juste une question qui fait écho un peu à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pourriez dire juste quelque chose sur le rôle de la toxicologie et de l'épidémiologie au sein même du groupe d'experts de l'INSERM par exemple, et de l'écoute en fait à laquelle peut s'attendre un toxicologue ou un épidémiologiste ou une épidémiologiste, c'est-à-dire je pense que l'articulation de ces deux disciplines, elle est absolument cruciale dans ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, et je suis très content que la défense de la toxicologie soit sur l'écran aujourd'hui ici. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle va être traduite en anglais, cette expertise collective, parce qu'on l'attend, je pense, impatiemment pour pouvoir l'envoyer. C'est un travail assez unique qui n'existe pas ailleurs à ma connaissance, et ne pas le traduire en anglais, c'est dommage. Je crois que la traduction anglais est prévue et en cours. J'ai pas les informations, mais je peux poser la question à Laurent Fleury. Donc, il faudrait que vous m'écriviez et puis moi, je retransmettrai la demande au directeur de l'expertise. Et pour la première, faire une réponse courte, pour moi, c'est évident. Enfin, dans mon groupe de recherche, il y a des gens qui font de l'in silico, de l'in vitro, et il y a des épidémiologistes. Moi, je pense qu'il faut absolument que les deux dialoguent. C'est-à-dire, je fais partie aussi de la CSS6 de l'INSERM, qui est la commission spécialisée numéro 6, dans laquelle il y a des épidémios et il y a des toxicos. Et c'est absolument essentiel que les deux se parlent pour que les épidémios orientent les toxicos, pour que les toxicos orientent les épidémios. Donc, c'est, à mon avis, les futurs projets de recherche qui doivent être développés en France doivent impliquer de multiples expertises. Et la dernière question, donc la personne à distance se demande si vous avez des infos sur le lien entre les pesticides et la puberté précoce chez l'enfant. Alors, on n'a pas étudié cet aspect-là parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Et là encore, il faut bien avoir en tête, c'est comme pour l'endométriose qui apparaît dans l'expertise pour la première fois, mais avec une présomption faible. Parfois, il n'y a pas de données qui portent sur une pathologie, non pas parce qu'il n'y a pas de données, mais parce qu'elle n'est pas suffisamment étudiée. Et étudiée d'un point de vue rigoureux, statistique, etc. Donc là, je n'ai pas d'informations à donner, mais ça me permet de faire passer un message qui est que parfois, on ne peut pas aller plus loin sur un lien parce qu'on n'a pas suffisamment de données ou de données de qualité. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport à 2013, aucune pathologie n'a régressé vers le bas et il y a eu plutôt de nouvelles pathologies ou plutôt des augmentations en termes de présomption de lien.